Alors, est-ce qu'on a vraiment des preuves qu'il y ait une vie après la mort? Et avons-nous aussi des preuves qu'il n'y ait rien après la mort? Ou est-ce qu'on est encore dans le doute parce que finalement, on n'a pas trouvé la bonne façon de chercher? Si on réfléchit bien, on demande une preuve matérielle d'un monde qui, par définition, serait immatériel. Alors c'est peut-être là qu'on a un problème depuis le début. Et dans cet épisode, c'est ce que j'ai envie de vous partager, de vous parler. Ce quelque chose qui fascine et qui frustre en même temps depuis des millénaires. Comment trouver des preuves d'une vie après la mort? Depuis le temps que tout le monde cherche, nous sommes toujours dans cette quête. Des millions de personnes dans le monde ont vécu des expériences qu'elles n'arrivent toujours pas à expliquer. Elles sont persuadées d'avoir vu un autre monde. Des chercheurs très sérieux s'y intéressent depuis des décennies. Il y a des scientifiques, des débuts de compréhension, mais aussi des contradictions. Alors les sceptiques restent sceptiques finalement. Alors c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et je vais aussi vous parler de ce que j'ai vécu personnellement. Parce que ce sujet, je dois l'avouer, je ne le regarde pas que de loin. Alors que dit la recherche? Commençons par ce que la science a déjà documenté. Les expériences de mort imminente, les EMI. Ce sont probablement les phénomènes les plus étudiés dans ce domaine. En 2001, le cardiologue néerlandais Pim van Lommel publie une étude sur 344 patients réanimés après un arrêt cardiaque. 18% d'entre eux rapportent une EMI. Et certains de ces patients décrivent des scènes qu'ils n'auraient pas pu voir depuis leur lit. Des conversations dans un couloir, un objet posé sur une armoire. Alors si le cerveau est à l'arrêt, comment la conscience peut-elle encore percevoir ce qui se passe dans la pièce? Comment c'est possible? Et on pourrait aussi parler des OBE, les Out of Body Experience. Ce sont les expériences hors du corps, qui soulèvent la même question finalement. La neuroscience propose des explications comme le manque d'oxygène, des activations de zones de cerveau, une désorientation sensorielle. Ce sont des hypothèses qui sont étudiées, mais elles n'expliquent pas tout. Notamment les cas où les personnes décrivent avec précision ce qui s'est passé autour d'elles pendant qu'elles étaient cliniquement inconscientes. Et puis, il y a des gens qui ont décidé d'enquêter sur ce sujet avec des outils de journalisme d'investigation. Je parle notamment de Stéphane Alix, que vous connaissez peut-être, qui a publié de nombreux ouvrages. C'est un homme dont, justement, le métier, c'est de vérifier les faits. Et son dernier livre s'appelle La preuve. Ce qui est intéressant avec Stéphane Alix, ce n'est pas qu'il soit convaincu, c'est tout le chemin qui l'a emmené jusque-là. C'était un chemin de doute, d'expérimentation, de vérification. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'interviewer Alexis Tournier, qui est un voyant qui a participé aux expériences du livre La Preuve. Si ce sujet vous touche, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à regarder cet épisode. Je vous mets le lien ici et dans la description. En fait, ce que tous ces travaux nous disent, c'est qu'on ne peut pas conclure ni dans un sens ni dans un autre. Pour le moment, la question de la vie après la mort, elle est en suspens. Les chercheurs les plus rigoureux le disent eux-mêmes, on n'a pas encore des outils pour répondre à cette question. Et c'est là que ça devient, pour moi, philosophiquement très intéressant. Imaginez que quelqu'un vous demande « Prouve-moi que tu m'aimes ». Quand une personne pose cette question, elle attend quoi? Elle attend des cadeaux? Des mots tendres? Une présence? Des attentions? Des gestes? Du temps? De l'attention? En fait, on ne sait pas. Chacun ne va pas attendre la même chose pour être sûr que la personne l'aime. Alors finalement, pouvons-nous prouver notre amour? La personne en face peut recevoir tous les cadeaux du monde et continuer à douter. Parce que finalement, l'amour, c'est immatériel, c'est invisible, c'est un ressenti. Et on ne peut pas mesurer quelque chose d'immatériel avec quelque chose de matériel. La preuve d'amour, elle ne sera jamais universelle. Ce qui convainc l'un ne convaincra pas l'autre. Et finalement, je me dis, est-ce que l'amour doit se prouver? Il se vit, il se ressent. C'est une énergie, quelque chose d'impalpable avec les mains, avec les yeux, avec tous nos sens physiques.
Quand quelqu'un qui a décidé de ne pas croire, de douter de l'amour de l'autre, de son partenaire, et qui reste dans une méfiance, dans une posture de méfiance, eh bien cette personne ne sera jamais convaincue de l'amour de l'autre. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il montre, il doutera toujours. Avec la vie après la mort, c'est exactement la même structure. On cherche une preuve matérielle, visible, mesurable, d'un phénomène qui, par nature, est au-delà du matériel. Ce qui reste de nous après la mort, ça ne se voit pas. Notre conscience est une énergie, c'est une intelligence qui est sans support matériel à ce moment-là, car le corps, il n'existe plus pour la porter. Donc comment prouver physiquement, matériellement, quelque chose de non physique et d'immatériel? Dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver de preuves universelles et intangibles. En fait, ce n'est pas que la preuve, elle manque, c'est qu'on utilise le mauvais instrument de mesure. On veut mesurer quelque chose de non mesurable avec nos outils. On utilise nos connaissances scientifiques actuelles basées uniquement sur des éléments matériels de notre vie terrestre, pour une dimension non matérielle. Ça pose question. Je vais vous faire une confidence. Ce sujet de la vie après la mort, c'est pas un sujet que j'ai abordé par pure curiosité intellectuelle ou par hasard. C'est vraiment un sujet que j'ai traversé. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience hors du corps. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les out of body. Je me suis vue sortir de mon propre corps et de m'élever, tout doucement. J'ai fini par regarder la scène d'en haut depuis le plafond. Je pouvais continuer à me parler intérieurement, comme on le fait dans la journée, au quotidien. Je commentais ce que je voyais. Et je sentais sur ma gauche qu'il y avait une sorte de présence que je ne voyais pas. Et puis d'un coup, il y a eu un son, un gong, et je suis retournée immédiatement dans mon corps. Et avec ça, on pourrait se dire que ça a changé ma vision de la vie et de la mort, que j'avais une réponse. Eh ben non, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai continué à douter. J'ai rationalisé en me disant que c'était peut-être neurologique ou un état modifié de conscience que j'avais imaginé peut-être. J'ai cherché une explication qui rentrerait dans une case connue que je pourrais expliquer à d'autres personnes. Et j'ai continué finalement à chercher des preuves. Dans mon parcours, j'ai aussi pratiqué l'écriture automatique. Et là encore, j'ai reçu des informations que je ne pouvais pas connaître, des choses sur des personnes disparues, des connaissances improbables que j'allais ensuite vérifier sur Internet ou dans des livres, et j'en revenais toujours pas de voir que tout ce que j'avais comme information concordait avec la réalité. Mais encore avec ça, j'ai encore douté. Ce que je comprends maintenant, c'est que le doute, il n'est pas du manque de preuves pour moi, parce que j'en ai eu beaucoup des preuves. Mais il venait de ma façon de regarder, de considérer ce que je vivais. Et tant que je cherchais une validation rationnelle, qui rentrait dans mes cases mentales, une preuve qui tiendrait devant un tribunal que personne ne pourrait réfuter, eh ben, je pourrais continuer à rester dans une quête sans fin de preuves. Parce que je restais dans une vision matérialiste du monde. Je pouvais pas me contenter des expériences que je vivais. Je voulais pouvoir convaincre tout le monde à tout prix, avec des éléments forts, intouchables, qu'on ne pouvait pas contester. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris que la mort et la vie étaient en fait les faces d'une même pièce. Que la vie et la mort se vivent, elles s'expérimentent, et que je n'avais rien à prouver aux autres. Que tout ce que j'avais vécu, ressenti, me permettait, moi, de savoir, me permettait de comprendre le monde autrement, la mort autrement. Que j'avais eu d'innombrables preuves et que si je ne les acceptais pas comme telles, ben finalement je passerais à côté de ma vie et à côté de ces preuves. Mon mental et mon ego n'avaient pas de place dans cette quête. Et je suis certaine qu'il y a aujourd'hui un autre espace-temps, une autre dimension, une autre forme de vie. Et que les preuves ne sont pas dans notre environnement extérieur, mais ces preuves, elles sont dans notre environnement intérieur, dans notre perception, dans les expériences que nous vivons. Les personnes qui sont aujourd'hui certaines, et je dis pas seulement convaincues, mais certaines d'une continuité d'une vie après la mort, ce n'est généralement pas parce qu'elles ont eu plus de preuves que les autres. C'est parce qu'elles ont vécu quelque chose qui a rendu la question elle-même inutile, caduque. Il n'y a plus de question.
En fait, cette question, elle se pose plus de la même façon quand on a ressenti les choses de l'intérieur. On les a pas observées, pas analysées, mais surtout ressenties profondément. Et c'est d'ailleurs là que les signes peuvent entrer en jeu. Dans mon travail d'accompagnement avec les personnes en deuil, je vois qu'elles cherchent souvent des signes. Un papillon qui pourrait arriver au bon moment, une chanson qui passe à la radio et qui répond à une question, une coïncidence de date qui est impossible à expliquer, tous ces signes sont subjectifs. Ce ne sont pas des signes universels. Ce qui touche à une personne ne va pas toucher une autre personne. Et c'est précisément pour ça qu'elles ne valent pas comme des preuves collectives. C'est pour ça qu'on les conteste encore largement. L'invisible ne communique pas en preuves, il communique en langage personnel. Ce qui résonne pour quelqu'un ne résonne pas pour une autre personne. Et ça, c'est pas un problème. C'est la nature même de ce type de réalité. C'est subjectif, c'est symbolique, c'est personnel et c'est intérieur. Et si aujourd'hui vous vous demandez pourquoi vous ne recevez pas de signes, j'ai fait un épisode sur ce sujet, je vous reposte le lien ici et dans la description, je vous invite à aller le regarder. Donc finalement avec tout ça, les sceptiques qui cherchent une preuve universelle, une preuve mesurable, reproductible à l'extérieur, finalement ne trouveront peut-être jamais. Pas parce que ça n'existe pas, mais parce qu'ils cherchent avec un mauvais outil, avec une mauvaise vision, avec une perception du monde physique qui leur sert de base pour un monde non physique. Alors leur quête, elle va rester vaine dans cette posture. La preuve universelle de la vie après la mort n'existera probablement jamais. Alors pas parce que rien n'existe de l'autre côté, mais parce que ce type de réalité ne se prouve pas. Elle se vit. Certains trouveront leur réponse dans une expérience personnelle, d'autres dans un signe qui leur parle, d'autres encore dans une conviction intérieure qui arrive sans qu'on puisse l'expliquer. Et puis d'autres n'en trouveront pas et ils continueront à chercher, à douter, ou alors elles arrêteront de chercher. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre cette quête de preuves, si elle vous a fait réagir d'une manière à une autre, n'hésitez pas à liker, commenter pour partager vos expériences et vos points de vue. Et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage, partagez cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de La mort autrement. Au revoir.